Édition du journal sur Canal Congo Télévision. Début ce vendredi 7 juin 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa du procès des présumés assaillants de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier. L'audience a été consacrée à l'identification de tous les prévenus après débat entre les tribunaux et les différents conseils de parties. Il a été décidé de renvoyer l'affaire au 14 juin 2024. Le point avec Gisèle Olivier-Toko. Tous les 51 prévenus qui ont comparu ce vendredi 7 juin 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort. L'audience du jour a été consacrée à leur identification. Des prévenus congolais et étrangers ont décliné leur identité. Le tribunal a reçu la constitution des parties civiles de la République démocratique du Congo et de la famille de Kevin Tamba, tué lors de l'attaque des hommes de Christian Malanga. Le ministère public a fait la lecture de l'acte d'accusation à l'intention des prévenus. À la demande du ministère public, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa a retenu 7 charges, dont plusieurs passibles de la peine de mort, contre 3 Américains et un Canadien accusés des crimes terroristes sur le sol congolais. Marcel Malanga, Taylor Christa Thompson et Zalman Benjamin Poulin, les 3 Américains, ainsi que le Canadien Mwele Rifin, sont accusés d'avoir tué Kevin Tamba et 2 policiers à la résidence de Vital Kamerhe. Ils leur sont également reprochés de porter des armes illégalement et d'avoir tenté d'assassiner le président de l'Assemblée nationale. Après débat entre le tribunal et différents conseils de parties, il a été décidé de renvoyer l'affaire au 4 juin 2024. La juridiction militaire a constaté le décès de prévenus Christian Malanga et Aboubakar. Ainsi a-t-elle décrété à leur regard l'extinction de l'action publique. Et en réaction au sujet justement de ces coups d'État ou l'ouverture de ces procès sur les coups d'État manqués, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampoud, indiquait que c'est un bon signal car la prise du pouvoir par les armes est interdite. Suivez. Nous saluons en tant que Commission nationale des droits de l'homme parce que, comme vous le savez, nous avons conjuré lors des différentes rencontres des Congolais au Forum que la prise du pouvoir par la force, par les armes, est interdite. Si vous voyez la Constitution, plutôt la Constitution au niveau de l'article 64, vous verrez que ce n'est pas défini de prendre le pouvoir par la force. Et les Congolais doivent bannir et voire même se révolter lorsque, refuser si vous voulez, lorsque un groupe de gens veut prendre le pouvoir par les armes. Alors, d'autres textes conjurent cette prise de pouvoir par les armes, par la force, les codes pénaux, militaires et civils. L'ouverture aujourd'hui est un bon signal et la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation judiciaire avec tous ces juristes et ces avocats pour couvrir et non défendre une partie ou une autre. Nous serons présents, nous ferons aussi notre rapport. C'est bien démarré, tant pour les partis que pour l'État congolais représenté par le ministère public et les avocats de la République. Nous nous étions prononcés lorsque ce coup a été essayé, c'est-à-dire le 19 mars, nous sommes prononcés là-dessus. Et nous avons demandé que la commission d'enquête accélère les enquêtes et présente vite le prévenu devant leur juge et que le procès soit fixé. Une autre réaction, c'est celle de Norbert Yamba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, d'y faire confiance à la justice congolaise, même
en face de présumés criminels. Il est au micro de Lola Kinyamba. Nous l'avons dit à son temps, désolation totale de ce qui est arrivé pour notre pays, au moment où on s'engage de pouvoir relever les défis de la pauvreté de notre peuple. Et voilà, nous avons des hommes qui viennent juste pour davantage détruire le pays. Nous sommes un état de droit. Il faut que la justice juste soit là. Peu importe les présomptions de culpabilité, il faut donc les mettre à la position de la justice. Aujourd'hui, ces choses faites, nous allons écouter les motivations. Nous allons écouter les péripéties. Ça sera peut-être l'occasion que nous puissions consolider une conviction et rappeler à notre peuple que ce n'est pas le positionnement qui va nous préoccuper pour l'instant, mais c'est la lutte contre la pauvreté. Si un Congolais, quel que soit son lieu d'habitation, dispose d'une recette, écoute, venez au Congo. Le président est imperméable. Proposez ce que vous avez. On vous écoutera et on vous verra à l'œuvre. Mais ne créer des choses qui donnent plus d'insomnie aux gens, des choses qui remettent en question toute la dynamique qui a été mise en place, c'est pas correct. Nous attendons le verdict. Dans un autre chapitre, le programme du gouvernement qui sera soumis à la représentation nationale pour son approbation était au centre des échanges de ce vendredi 7 juin 2024 entre la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa et les caucus des élus du peuple. Judith Suminwa a au cours de ces échanges écouté et fait sienne les préoccupations des élus du peuple contensés. Gisèle Olivier Toko. À quelques jours de l'investiture de son équipe par l'Assemblée nationale, la première ministre et chef de gouvernement Judith Suminwa Tuluka a convié les présidents de caucus des élus du peuple en vue d'échanger autour du programme du gouvernement qui sera soumis à la représentation nationale pour approbation, conformément à l'article 90, alinéa 4 et 5 de la Constitution. Au cours de ces échanges, la première ministre a écouté et fait sienne les préoccupations des élus du peuple qu'elle devrait intégrer dans le programme de son gouvernement. En effet, après avoir réuni tous les membres de son équipe gouvernementale dans le but de permettre à chacun d'apporter sa contribution au programme en fonction de son secteur, la première ministre a estimé nécessaire d'impliquer également en amont les représentants du peuple, eux qui connaissent le mieux les problèmes qui se posent au niveau de leurs bases respectives. La chef du gouvernement privilégie, depuis sa nomination par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une approche inclusive dans sa manière de travailler en vue d'assurer la cohésion. Cette rencontre met également à nu son esprit d'ouverture et l'accessibilité qui la caractérise, comme l'explique au sortir de cette rencontre le président du caucus des députés de Kinshasa, l'honorable Raphaël Kibuka. L'initiative est louable, étant donné que c'est nous qui sommes élus représentants du peuple. Nous venons de cette population qui nous a mandatés et nous palpons au jour le jour du doigt les réalités qu'elle vit sur terrain. Et dans ce cadre de cette concertation, nous échangeons avec la première pour lui mettre la puce à l'oreille de tout ce qui se passe au sein de nos différentes contrées, de manière à lui permettre d'orienter l'action gouvernementale et répondre aux besoins de la population. Nous avons dit à la première ministre, chef du gouvernement, que dans le cas de Kinshasa particulièrement, nous connaissons plusieurs problèmes majeurs. Nous avons souligné l'aspect insécurité. Vous savez, à Kinshasa, vous qui vivez ici, comme nous, savons que l'insécurité bat son plein. Il y a la criminalité urbaine, le banditisme urbain que nous appelons communément Kuluna, qui sévit et qui emporte des vies humaines. Nous avons aussi le banditisme armé, avec des déserteurs, des militaires et policiers indisciplinés qui prennent les armes pour pouvoir, n'est-ce pas, malmener la population en leur arrachant, extorquant leurs biens. C'est un cas qu'il va falloir prendre au sérieux parce que le Congo que représente la ville de Kinshasa, parce que c'est le miroir, la ville de Kinshasa est exposée à ces dangers. Au-delà de l'insécurité, nous lui avons fait part des problèmes d'eau. C'est vrai, il y a eu des avancées considérables dans le cadre de
la distribution de l'eau potable par la Régie des eaux, mais il va falloir encore conjuguer assez d'efforts pour que le Quinois puisse bénéficier de l'eau potable. Il y a aussi la grande question qui est une épine chez les Quinois, qui est l'électricité. Un terme récurrent que nous débitons chaque jour, le délestage, est devenu sérieux. Et pour cette question, la Première ministre nous a dit qu'elle ne va pas lésiner avec le moyen pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre de l'ordre dans ces secteurs. Au-delà de ça, il y a aussi le problème des inondations. Il y a les problèmes des érosions qui apparaissent dans toute la ville de Kinshasa. L'Union se rappellera que depuis le début de ces consultations, elle s'est montrée des contacts aisés envers toutes les catégories sociopolitiques. Autant souligner que ces échanges rentrent dans le cadre normal de collaboration entre l'exécutif et le législatif. La première ministre, en tant que chef du gouvernement conduisant la politique de la nation, conformément à l'article 91 alinéa 2 de la Constitution d'une part, et les députés nationaux comme représentants de la population d'autre part. Et puis le bureau politique du mouvement de libération du Congo s'est réuni autour de son secrétaire général Fidel Babala ce vendredi 7 juin 2024 au siège du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo pour l'évaluation du processus électoral des dernières élections générales tenues en République démocratique du Congo. Suivez Yves Kitumba, l'un des secrétaires généraux aux sorties de cette rencontre. Il est au micro de Georges Libengue. C'est une série de réunions qui ont été initiées par le secrétariat général en vue de procéder à des évaluations. Vous savez, tout parti politique structuré doit faire des évaluations après un chemin parcouru, de telle sorte que les décisions soient prises pour l'amélioration de la suite de la vie du parti politique, d'un parti politique. Aujourd'hui, la réunion du comité exécutif a associé les présidents fédéraux de telle sorte que toutes les propositions soient mises ensemble. C'est une réunion introductive qui va s'achever les dimanches et sur base de cette réunion de dimanche, nous allons tirer des conclusions qui seront mises sur table et proposées à la hiérarchie du parti pour permettre l'évolution harmonieuse du parti. Et puis, mise en garde sévère à tous les groupes armés Zaïre, Codeco et autres qui se regroupent en territoire de Djougou et qui veulent se régler des comptes au grand désarroi de la population congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo invitent ces belligérants signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités à privilégier les valeurs républicaines. À défaut, la réaction des forces armées de défense sera plus farouche. Suivez plutôt le lieutenant Gilles Ngongo, conseiller en communication et porte-parole du gouverneur de l'Ituri, au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Nous assistons ou nous voyons de plus en plus ces derniers temps le regroupement ou le rassemblement des groupes armés locaux, tous signataires des accords de paix, de cohésion et de cohabitation pacifique en Ituri. Il ressort clairement que l'intention des uns des autres, c'est pour aller s'attaquer. Tel se prépare pour aller attaquer tel groupe se prépare pour aller attaquer tel groupe. Et dans tout ça, la population est la première victime. Au regard de cela, nous appelons encore une fois ces compatriotes détenteurs illégaux d'armes, Codeco, Zaïre et bien d'autres personnes qui prennent les armes pour aller s'attaquer à de paisibles populations. Que la province de l'Ituri, en ce moment où nous parlons, nous avons atteint un niveau de non-retour. Un niveau où la province est vers sa paix et sa stabilité. La zone de Djougou n'est pas une zone où les sang doivent couler à tout moment, où nous devons toujours écouter des cris de détresse. Et pendant ce temps, nous le mettons encore en garde. Ils font leur regroupement pour aller s'attaquer soit à un autre groupe armé, soit à la population, vice-versa. Et pendant ce temps, nous, les forces armées, nous allons les combattre. Nous allons les combattre et les hélicos vont monter. Parce que nous ne pouvons pas permettre que notre population, à chaque moment, soit la cible et victime des attaques et représailles des groupes armés.
Perturbation et suspension provisoire des activités commerciales au sein du marché transfrontalier des poissons salés au poste frontalier des Kasindi en groupement Bas-Songora devant la presse. C'est vendredi 7 juin 2024. Le colonel Euta Omeonga Charles a appelé la population au calme, surtout en cas de moratoire des 48 heures a été octroyé pour que les véhicules des opérateurs économiques congolais soient libérés. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Sirode du gouverneur est venu de Kinshasa de venir me recueillir de la situation. Alors lorsque je suis arrivé hier, j'ai pris langue avec les commerçants et la population de Kasindi. Après avoir écouté, j'ai trouvé que non, c'est ce qu'on dit toujours, ça c'est la connerie. Pourquoi le véhicule en transit, marchandises de Congolais arrêtées en Ouganda? J'ai appelé l'autorité a donné des orientations et fort probable aujourd'hui, on a reçu l'ambassadeur de l'Ouganda au Congo, devenu de Kinshasa, Kampala jusqu'à Pundwe. On a essayé d'échanger avec des techniciens de GDA, OCC, de GEM, de la frontière, pour ce commerce-là des transfrontaliers. On a jugé bon de traverser en Ouganda, voir réellement si ces marchandises existent et ces véhicules sont là. On a vérifié, on a trouvé 4 camions de marchandises qui transitent en Ouganda venus du Soudan et d'autres venus de Kenya. On a jugé, bon, s'il y avait problème, pourquoi ne pas associer les Congolais? Je peux rassurer aussi aux Congolais qu'ils n'aient pas peur. On sait quoi faire. Ces marchés-là ne peuvent pas être délocalisés. Est-ce que l'Ouganda peut délocaliser notre marché? La réponse dit non. On leur a recommandé que non. Avant qu'on passe aussi dans des actions contrairement de ce qu'ils pensent, nous attendons d'abord ces véhicules ici. Ils nous ont promis. On les a laissés s'entretenir et libérer ces véhicules vers la destination finale au Congo. Et espérons dans 48 heures ou 24 heures, ces véhicules seront au Congo. Ça, je vous rassure. Et au cas contraire, on sait quoi faire. On ne peut pas croiser les bras. L'Ouganda n'est pas notre pays colonisateur, qu'il se respecte puisqu'on lui respecte aussi. Conflit des compétences entre la Cour constitutionnelle et les conseils d'État dans l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central, où la décision du Conseil d'État suspendant ces scrutins a été rejetée par la Cour constitutionnelle pour non-conformité. Approché à ce sujet, Maître Bazin Pembe parle des scandales car le bon droit n'a pas été dit suffisamment. Maître Bazin Pembe a été joint ici au téléphone par Maxime Akabou. Le Conseil d'État a rendu un arrêt ordonnant la réélection des gouverneurs du Congo central sur base des irrégularités qui ont émaillé cette élection. On n'a pas compris par quelle voie de droit la Cour constitutionnelle a été saisie. Et cette Cour a examiné la requête du gouverneur Grace Bilolo. Et la Cour constitutionnelle a déclaré cette requête recevable et amplement fondée et a instruit à la Cour d'appel de Matadi de réorganiser la Cour d'appel de Matadi, de confirmer l'élection du gouverneur Grace Bilolo. Alors que la Cour constitutionnelle n'a pas compétence. Lorsque vous lisez l'article 43 de la loi organique de 2013 organisant cette même juridiction, vous trouverez que l'article 43 énumère nommément les affaires que cette Cour peut connaître. La Cour constitutionnelle n'est pas une cour administrative. La Cour administrative, c'est le Conseil d'État qui était la juridiction du second degré à recevoir l'appel formulé par la partie qui était lésée après
la décision ou l'arrêt de la Cour d'appel de Matadi. Donc c'est un scandale, c'est un précédent grave, c'est un abus de droit. L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la confirmation de l'élection de M. Grace Bilolo. Et moi j'ai compris que la Cour constitutionnelle est à statuer ultra petita. Et donc c'est la Cour, le Conseil d'État qui a le pouvoir, la compétence d'examiner en deuxième ressort les arrêts qui sont rendus en matière administrative. Et donc le peuple peut retenir que la Cour constitutionnelle n'a pas dit les bons droits et cet arrêt crée un précédent dans le microcosme de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a lancé les travaux de la deuxième session des comités de pilotage du programme de gestion durable des forêts le jeudi 6 juin à l'hôtel Sultani. Ces travaux visent à faire examiner le plan de travail du budget de la protection forestière et la mobilisation des fonds pour le développement durable de pays partenaires. Et cette initiative, Doudou Montieri, pour plus de détails dans cet élément. Lancé par la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, les travaux du deuxième comité de pilotage du programme de gestion durable des forêts visent à la protection des espaces forestiers à travers la République démocratique du Congo. La gestion des grandes concessions forestières se fait en conformité avec la législation forestière en vigueur dans le pays et elle devra être révisée compte tenu de la nouvelle donne. Eve Bazaïba Massoudi a souligné l'importance dans la promotion de l'économie verte qui vise à la mobilisation des finances climatiques. Important dans la promotion d'une économie verte. Le PDGDF s'inscrit donc dans le cadre de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI en sigle. Il vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays partenaires de l'initiative à travers la mise en place du Fonds national RED plus FONARED en sigle, destiné entre autres à la mise en œuvre du plan d'investissement RED plus, dont celui de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le secrétaire général en environnement, Benjamin Touirambe, a souligné que ce programme n'est pas destiné uniquement aux 5 provinces forestières, mais pour tout l'espace vert du pays. On ne peut pas se focaliser seulement dans ces provinces-là. Il faut regarder tous les pays. Tous les massifs est très important. Alors, s'il faut faire un macro-zonage, je pense que ça va faciliter pour que nous puissions comprendre notre espace forestier dans toutes les provinces. Parce que dans ces provinces-là, que ce soit au nord Kivu, il y a les forêts de montagne qui sont très importantes pour les communautés et pour la population et pour la République. Nous sommes dans les Grands Katanga, vous avez les Miombo, donc cet écosystème-là est très important. Noubo Tometi, directrice nationale du programme de gestion ad intérim, rappelle les objectifs assignés à ces programmes. Ça nous permettra d'atteindre les objectifs assignés cette année dans le cadre de la gouvernance, de la politique forestière, aussi dans le cadre de l'amélioration du secteur artisanal. Cette deuxième session du comité de pilotage du programme de gestion durable des forêts est également destinée à la mobilisation des fonds qui permettront sa mise en application. Les enfants de 0 à 5 ans sont entendus du 13 au 15 juin à travers les provinces de la République démocratique du Congo pour se faire vacciner contre la poliomyélite. L'annonce a été faite à Kinshasa par le comité des opérateurs d'urgence
aux professionnels de médias, membres du réseau des journalistes, amis de l'enfant RIAC, enfin, de sensibiliser sur l'importance du vaccin. Autre précision avec Nancy Ileka. La campagne de vaccination contre la poliomyélite interviendra du 13 au 15 juin 2024 à travers les 26 provinces que compte la RDC avec l'appui de l'UNICEF. Et en prélude de cette opération vaccinale, le comité des opérations d'urgence polio coupe a réuni ce vendredi 7 juin les professionnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, en vue de les sensibiliser sur l'importance du vaccin anti-polio afin que eux aussi renforcent à leur tour la sensibilisation à travers leurs médias respectifs pour maintenir le niveau d'information des parents au moins à 95% avant le passage des vaccinateurs afin de les inciter à faire vacciner leurs enfants contre cette maladie. Cette fois-ci, la campagne de vaccination sera couplée à la supplémentation à la vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, vise à vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite dans les 25 provinces. La province du Tanganyika va élargir la cible en vaccinant les enfants de 0 à 15 ans. La supplémentation en vitamine A concerne les enfants de 6 mois à 5 ans et le déparasitage à l'albendazole vise les enfants dont la tranche d'âge varie entre 1 à 5 ans, ainsi que les rattrapages des enfants de 0 à 15 mois dans le PEV de routine. Dr Fabrice Mawa, chargé des activités de vaccination supplémentaires du COUP, explique le bienfait du vaccin anti-polio chez l'enfant. Déjà, les préparatifs sont en cours. Nous sommes à 6 jours. Nous avons fait appel au 4e pouvoir, que vous êtes les journalistes, les dames et les hommes des médias, pour nous aider à sensibiliser les communautés, à sensibiliser les parents d'enfants, les tuteurs d'enfants, pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination en faisant vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois. Et aussi, ils vont faire administrer la vitamine A ainsi que l'albendazole. Tout cela, c'est pour le bien-être de leurs enfants, parce que vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Et vu que nous avons des chiffres préoccupants en termes de carences en micronutriments, notamment en vitamine A, et même par rapport aux parasitoses intestinales, et plus de 60% d'enfants ont des vers intestinaux, et même nous les adultes. La stratégie porte-à-porte, c'est l'arrêter. Les vaccinateurs passeront dans tous les ménages pour atteindre un grand nombre d'enfants. Les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Teranga du Sénégal se sont neutralisés ce jeudi 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar avec un score de 1 but partout dans un match plutôt comptant pour la 3e journée d'éliminatoire plutôt de la Coupe du Monde 2026. Suivez. Les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Teranga du Sénégal se sont accrochés sur la marque de 1 but partout dans un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si la première mi-temps a été globalement équilibrée, elle a été caractérisée par une légère domination sénégalaise, mais les Congolais sont entrés timidement dans le match, à l'exemple du gardien de but Dimitri Bertraud, qui a failli offrir aux Sénégalais le premier but de la rencontre. Sur une remise de Chancel Bemba, Bertraud a voulu dribbler un attaquant sénégalais. Il a d'abord raté son geste avant de se rattraper. L'on a enregistré durant cette première période quelques déchets techniques du côté congolais. Dans l'ensemble, les niveaux étaient acceptables. Wissa pensait ouvrir les scores pour la République démocratique du Congo. Il est signalé hors jeu. Les Sénégalais qui ont pris l'initiative de jeu durant cette première mi-temps ont régulièrement menacé les cages gardées par Bertraud en vain jusqu'à ce qu'une contre-attaque initiée par les Congolais les piège. Partant de leur camp à la suite d'une balle perdue par les Congolais, les Sénégalais font une incursion dans la surface congolaise et ouvrent les scores à la 45e minute. Les Congolais ont eu de nombreuses occasions gâchées par des erreurs de positionnement des attaquants. Les Sénégalais ont quant à eux profité des erreurs congolaises pour ouvrir les scores.
C'est avec ces scores que l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps à Dakar. Les Sénégalais rentrent au vestiaire avec un but d'avance. Des remplacements qui changent la rencontre. Les Congolais ont débuté la seconde mi-temps timidement. Les Sénégalais est passé près de 2-0. Les Lions de la Teranga ont pris le contrôle du milieu de terrain. Face à cette situation, les sélectionneurs de la RDC Sébastien Desabre décident d'opérer des changements très tôt. Dès la 58e minute, il a remplacé Wissa par Bongonda. Akolo, Kaembe, Fiston Maïle vont aussi faire les rentrées et redynamiser cette équipe. Et c'est à la 85e minute que Fiston Maïle égalise pour la RDC et le score restera inchangé malgré les 6 minutes de temps additionnels. Le classement de ces groupes se présente de la manière suivante après 3 journées. Le Soudan est premier avec 7 points, suivi du Sénégal 5 points. La RDC vient à la 3e position avec 3 points. Le Togo, 4e position avec 3 points. La RDC vient à la 3e position avec 4 points. Suivi du Togo, 5e position, 3 points. Soudan, 2 points. Et la Mauritanie ferme la manche avec un seul point au compteur. En conférence de presse d'après-match, les sélectionneurs de leur part, Sébastien Desabre a salué le résultat du match entre la République démocratique du Congo et les Sénégal à Dakar, espérant faire l'essentiel lors du match retour à Kinshasa. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. La République démocratique du Congo joue encore ce dimanche au stade de Martyrs contre les Togo pour la 4e journée. Suivez Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On continue notre route de qualification. On a fait un match nul contre un très bon adversaire. On l'a vu, c'était un match très engagé, très costaud. Et voilà, on est content forcément de faire un match nul à l'extérieur, mais pour nous après, ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire, sinon ça servira à pas grand chose. En tout cas, on est à notre image. C'est vrai qu'on a fait un but à la 45e minute quand on a baissé un petit peu physiquement, mais on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps, et je pense qu'on a quelques situations et voilà, on marque, on s'est procuré quelques situations, et je pense que logiquement on marque au moins un but. Moi j'ai pas pour habitude de commenter les autres équipes, hein. Moi je me concentre sur la mienne. J'ai déjà beaucoup de travail comme vous avez vu. Le match de foot a fait il y a eu des occasions de part et d'autre. Alors c'est vrai que le Sénégal joue à domicile et avait mis un système de jeu et une équipe très offensive. Donc on avait fait le choix nous de rester en 1 contre 1 derrière sur Jackson et Diallo. Voilà, notre charnière a été solide. Bien sûr qu'elle a été prise sur cette fameuse action. Je pense que vous dites à 1-0 le face-à-face. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je peux pas dire ce qu'il a manqué ou ce qu'il n'a pas manqué au Sénégal. Je peux vous dire ce qui nous a manqué nous, pour pas gagner, et ce qu'on a bien fait pour faire match nul. On a fait rentrer des joueurs, hein. On a fait rentrer des joueurs qui se sont de suite bien mis dans la partie. Ça nous a fait énormément de bien. Et c'est vrai que je pense qu'on peut l'emporter en fin de match, même si au vu de la physionomie totale de la rencontre, un match nul et je pense louable pour les deux équipes. Mais après, c'est vrai qu'on a mieux fini que le Sénégal la deuxième mi-temps, alors qu'eux avaient mieux fini que nous sur la première mi-temps. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko et Kouchou, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Georges Libengue en Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs.